Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de l'engagement local à l'Alliance territoriale. Comment valoriser le rôle de PME engagées? Pour en débattre, j'ai à mes côtés Ingrid Berthet, co-dirigeante de B-Side, Caroline Ledantec, directrice générale de Citeo, Luc Bellière, président d'Anamel Group, Martin Brevard, président de l'EMAEIE, et ainsi que Émeric Oudin, président du CJD. Alors, il y a tout juste 2 ans, au World Forum, nous présentions le guide Construire ensemble l'engagement territorial des entreprises avec le MEDEF, et de grandes entreprises, des PME, sont venues témoigner de cet engagement local déjà très présent à l'époque. Il est bien évident que cette année, au moment où nous avons, avec le World Forum, décidé d'organiser cette conférence, la situation avait beaucoup changé, ne serait-ce que parce qu'il y a 1 an, le secrétaire d'État Gabriel Attal a confié à Cathy Racombouzon et moi-même la mission ministérielle sur comment accélérer les alliances stratégiques entre associations, entreprises et collectivités territoriales, et que nous avons eu l'occasion de remettre au gouvernement notre copie le 7 mai dernier, en plein cœur de la crise de la Covid-19, et pour pouvoir accélérer finalement ce jouet collectif. Pourquoi accélérer ce jouet collectif? Parce que nous venions de faire une étude avec l'Observatoire des partenariats qui montrait que 81% des Français pensaient que pour accélérer la sortie de crise, il était absolument nécessaire de pouvoir mobiliser entreprises, associations, collectivités territoriales dans une dynamique commune. C'est alors que nous nous sommes tournés vers nos amis du CJD, avec lequel nous travaillons depuis plus d'une décennie maintenant sur cette question de l'engagement des entreprises, pour faire une étude et pour pouvoir étudier plus particulièrement comment les PME considérer la nécessité de jouer collectif sur leur territoire au moment de la sortie de crise. Et il nous semblait important aujourd'hui, à ce World Forum, de pouvoir à la fois présenter les résultats de cette étude réalisée entre l'Observatoire des partenariats et le CJD par le cabinet Comisis Opinionway, et il nous semblait bien évidemment très important aussi de l'incarner par l'exemple, au travers les témoignages des PME qui sont autour de moi. Et enfin, il nous semblait très important de pouvoir débattre ensemble de comment valoriser cet engagement territorial des entreprises. Alors, il est utile de pouvoir présenter en quelques chiffres l'état des lieux, finalement, vu par les entreprises elles-mêmes sur cet enjeu de jouet collectif en territoire. Un petit message à la technique: n'ayant pas de renvoi de ce que vous voyez, je n'ai pas finalement de vision sur le support qui vous est présenté. Nous devrions être sur la page Programme Impact de l'Observatoire des partenariats, et je vous présente en quelques mots l'Observatoire des partenariats. L'Observatoire des partenariats est un outil collectif qui a été mis en place en 2008 par la Caisse des dépôts, le MEDEF, le mouvement associatif et le Rameau, pour se doter d'une capacité d'analyse du mouvement de co-construction en France. Comment associations, entreprises, collectivités territoriales travaillent ensemble, et finalement quelle est la vision de cette dynamique par les chefs d'entreprise, les responsables associatifs, mais aussi les élus et les citoyens de cette dynamique du jouet collectif. Nous avons un comité de pilotage de 12 membres, à la fois institutionnels et représentants du monde de l'entreprise et des associations, pour pouvoir partager ensemble les résultats de cette étude. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons mené une première étude auprès des dirigeants de PME, qui montrait que 84% des dirigeants d'entreprise considéraient en France qu'il était important de pouvoir, je suis en conférence accélérer la... tout d'un coup, Charles Benoît s'est mis à parler, et ni Émeric ni moi on entend.
On n'entend absolument rien. Nous sommes au slide d'après. On n'arrive pas à suivre la conférence. Il commence à être transparent là, et puis de 84% des dirigeants d'entreprise, elle faisait écho aux 81% de Français qui pensent la même chose. Et donc, nous avons voulu faire un focus, ce qu'on appelle une étude pilote, auprès des acteurs du CJD, puisque les 5000, oui, c'est bien celle d'après, voilà, c'est bien celui-là, puisque les 5000, entreprises du CJD, notamment pour une très grande part d'entre elles, sont engagées dans Performance Globale, qui nous sera présenté dans un instant, et qui justement est une dynamique d'engagement particulièrement développée. Et donc, nous avons voulu faire une étude pour pouvoir creuser ce que voulait dire ce jouet collectif en territoire pour les entreprises engagées. D'abord, première donnée, alors que 84% des dirigeants d'entreprise, toutes tailles confondues, de la TPE à la grande entreprise, considéraient important de pouvoir s'engager dans ce jouet collectif. Concernant les entreprises, plus particulièrement du CJD, 95% des répondants considèrent comme utile, voire incontournable pour 54% d'entre eux, ce jouet collectif, cette capacité à associations, entreprises et collectivités territoriales à répondre ensemble aux enjeux de leur territoire. Oui, alors, deuxième question qui leur a été posée, slide suivant, c'est de savoir finalement l'utilité du jouet collectif pour faire quoi. Cette utilité du jouet collectif pour l'innovation, on voit dans le slide qui va vous être présenté dans un instant qu'il s'agit de faire émerger de nouveaux moteurs de développement économique durable pour 91% des dirigeants des PME du CJD et pour 90% de réduire les fragilités, et finalement en synthèse 92% considèrent que les deux sont indispensables, autrement dit qu'il est aujourd'hui nécessaire et source d'innovation de jouets collectifs à la fois pour concilier économie et intérêt général. Alors Luc Bellière, vous êtes président d'Anamel Group, une PME extrêmement engagée, basée à Montargis. Depuis plus de 20 ans, vous avez mis en place ces dynamiques et vous êtes personnellement engagé dans le CJD. Comment est-ce que vous expliquez cette conciliation finalement entre développement économique et intérêt général plébiscité par les entreprises dans le cadre de cette étude? Oui, merci Charles Benoît. Bonjour à tous. Oui, si effectivement l'étude qui avait été menée il y a 10 ans avait montré à quel point les alliances pouvaient être source d'innovation pour l'entreprise, je pense qu'aujourd'hui les entreprises ont saisi l'intérêt d'allier effectivement l'intérêt économique et l'intérêt général. Et cette prise de conscience, elle se fait sur l'intérêt des alliances. Et puis, elle se fait sur l'intérêt de la réciprocité de l'intérêt général. En fait, on se rend compte qu'une entreprise ne peut être pérenne, résiliente que dans un territoire qui l'est. Et je pense que c'est là qu'est la source aujourd'hui de l'engagement plus important des entreprises, aussi pour la réduction des fragilités du territoire. Qu'on a posé finalement l'objectif de ce double objectif à la fois de développement économique et de réduction des fragilités, la question suivante était de savoir avec qui faire alliance et finalement avec qui les entreprises étaient déjà en partenariat. Alors, dans le slide suivant, vous allez voir qu'en fait, nous pouvons considérer 4 catégories finalement de partenaires de l'entreprise. D'abord, sans surprise, ce sont les pairs avec les collectifs d'entreprise pour 95% et les fédérations professionnelles pour 78% d'entre eux. Et dans un deuxième cercle, arrive quasiment très proche à 65% pour les structures d'intérêt général et 64% pour
pour les acteurs publics locaux, finalement les acteurs en proximité sur le territoire de l'entreprise, donc encore une fois pour 2 entreprises sur 3. Arrive ensuite un troisième bloc, plutôt autour des établissements scolaires, des acteurs académiques, des structures par l'activité économique, où entre 58 et 50% on retrouve finalement l'importance de ce profil de partenaire. Et puis on a une troisième catégorie qui n'est pas neutre, puisqu'elle est à 43% et 40% en lien avec les politiques nationales, que ce soit les acteurs publics nationaux ou les réseaux consulaires qui jouent un rôle bien évidemment dans ces stratégies d'alliance en proximité sur le territoire. Alors nous en avons vu les enjeux, cette conciliation intérêt général et économie, nous en avons vu les acteurs. Voyons maintenant finalement la nature des pratiques que les dirigeants du CJD ont mis déjà en place dans le cadre de démarches de partenariat. Pour 3 entreprises sur 4, il s'agit de pratiques responsables, donc de pouvoir mobiliser finalement les compétences de partenaires externes pour accompagner l'entreprise dans sa transformation, que ce soit sur l'insertion, sur le handicap, sur l'environnement. Et là, on retrouve notamment toutes les pratiques d'achat responsable, bien connues des dynamiques de RSE. Deuxième logique, pour une entreprise sur 2, il s'agit de politiques de mécénat, de contribution à un projet d'intérêt général local ou national ou international, en y apportant du financement, des compétences ou de la logistique, finalement, dans une logique désintéressée. Et ce que l'on a commencé à voir se développer pour une entreprise sur 3, c'est aussi des coopérations économiques, notamment locales, où là, il va s'agir d'associer les actions et les offres que peuvent apporter à la fois les entreprises et leurs partenaires locaux, structures d'intérêt général notamment, structures d'insertion par l'activité économique, structures de handicap comme les entreprises adaptées ou les ESAT, pour ensemble répondre finalement à une proposition, notamment ça peut être un marché public local. Nous allons revenir sur cette question-là. Et puis le quatrième axe de partenariat pour une entreprise sur 4, 22%, il s'agit de faire des partenariats d'innovation sociétale, c'est-à-dire d'inventer ensemble, d'expérimenter ensemble de nouvelles solutions où les deux s'additionnent pour être en capacité d'apporter des solutions totalement innovantes sur le territoire. Par exemple, ça peut être le cas sur les questions de mobilité ou de numérique, où nous voyons très clairement ces partenariats d'innovation sociétale émerger actuellement. Alors, pareil, je me tourne vers vous, Luc Bellière, et finalement, cette diversification des modes partenariaux, et puis peut-être au-delà des 2 portes d'entrée que sont d'une part les pratiques responsables et d'autre part le mécénat, où il s'agit plutôt d'un contrat-échange, finalement on voit émerger de nouvelles coopérations. Il s'agit d'inventer ensemble ou d'articuler ensemble des réponses en coopération économique et ou en innovation sociétale. Comment concrètement vous le voyez émerger, vous, sur votre territoire ? Oui, exactement comme vous l'avez dit, Charles Benoît. Tout à l'heure, je parlais de la prise de conscience de la nécessité de réduire les fragilités du territoire. Or, les entreprises n'ont pas toutes les compétences pour agir dans ce sens-là. Donc, il y a le vrai besoin de développer de nouvelles formes de partenariat pour combler justement ces besoins en compétences, et notamment auprès des associations qui sont, elles, compétentes sur un certain nombre de choses. Alors, ce qui est important de noter aussi, c'est que ça n'est pas un transfert des anciens modes de coopération ou d'alliance classiques comme le mécénat vers un transfert vers ces nouvelles formes. C'est plutôt une ouverture vers de nouvelles formes qui proposent une mixité de solutions et qui permettent d'agir beaucoup plus efficacement. Merci beaucoup. Alors, dernière question qui a été posée. Alors, dernière question que nous abordons là, oui, slide suivant, que nous abordons aujourd'hui dans notre conférence. Vous pouvez bien évidemment, l'étude complète est en ligne et vous pouvez la consulter de façon beaucoup plus approfondie. Mais dernière question que nous aborderons ensemble, c'est comment accélérer finalement ces alliances territoriales. Et là, il est très intéressant de constater 3 dynamiques complémentaires qui sont plébiscitées
par les dirigeants de PME engagés dans le cadre de cette étude avec le CJD. Le premier élément qui ressort comme incontournable pour 2 entreprises sur 3, c'est le message clair et l'impulsion donnée par les élus locaux sur l'enjeu du jouet collectif et sur la nécessité de construire ensemble des solutions. La deuxième série finalement de leviers, elle est plutôt pragmatique sur les bénéfices que l'on peut tirer, que l'entreprise peut tirer de cette dynamique-là, que ce soit à travers un avantage fiscal ou que ce soit à travers un accès privilégié au marché public, les deux dynamiques finalement ressortant comme deuxième et troisième priorité incontournable. Et puis ce qui est très intéressant de souligner, c'est qu'en troisième position apparaît aussi la notion de cadre juridique adapté. Effectivement, tous ceux qui ont expérimenté ces expérimentations un peu innovantes, ces partenariats qui associent entreprises, collectivités, structures d'intérêt général, acteurs académiques, sont souvent confrontés à cette difficulté du cadre juridique. C'est d'ailleurs dans ce cadre et pour cette raison que suite à la mission ministérielle, une proposition de loi déposée par la députée Cathy Racombouzon va prochainement être déposée au Parlement parce qu'effectivement, finalement, nous n'avons pas encore aujourd'hui les cadres juridiques qui sont adaptés à cette nouvelle forme d'alliance qui articule et associe intérêt général et développement économique. Alors, pareil, Luc Bellière, finalement, dans votre constat, comment avez-vous perçu ou comment percevez-vous ces leviers d'accélération de ces alliances territoriales? Oui, c'est un peu une nouvelle donne que les entreprises et les citoyens, les associations s'allient pour essayer de développer le territoire. Ce qui est évident, c'est qu'ils ne peuvent pas tout faire sans les élus. Donc, on voit que sur les territoires où les élus se sont saisis et se sont mis à collaborer avec ces initiatives citoyennes, l'effet d'accélération a toujours été très fort. Et là, dans cette étude, on ressent la demande des entreprises qui sont engagées, les entreprises pionnières qui ont été interrogées sur le CJD, d'une coopération avec les collectivités territoriales plus forte. Donc c'est plutôt une porte ouverte, on va dire, des entreprises pour dire il faudrait venir nous voir, il faudrait qu'on puisse venir vous voir et gérer des actions ensemble et peut-être mettre une prime à l'entreprise engagée, celle qui porte la responsabilité du territoire et qui aide à son développement. Merci beaucoup et ainsi s'achève cette présentation, cette première partie de présentation des résultats de l'étude que nous avons réalisée au sein de l'Observatoire des partenariats avec le CJD et nous passons tout de suite sans transition à la deuxième partie de notre conférence, finalement la preuve par l'exemple, parce que finalement nous venons de voir et d'écouter les chefs d'entreprise dans leur engagement et dans les questions que cela suscite. Mais il est encore mieux de les écouter finalement dans leur témoignage direct. Et je vous propose d'écouter Ingrid Berthet, qui est co-dirigeante de la PME Belab et qui est une agence nantaise de communication responsable, mais qui est aussi, et c'est à ce titre qu'elle intervient, déléguée nationale du CJD en charge du comité de pilotage performance globale. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle elle est préenregistrée, c'est qu'elle préside à l'heure même ce comité de pilotage national pour en redéfinir la feuille de route pour le prochain mandat. Écoutons-la sur ses convictions sur l'importance de ce jouet collectif. Ingrid Berthet, bonjour. Vous êtes coprésidente de l'agence B-Side et vous êtes déléguée nationale au CJD du comité de pilotage Performance Globale. Au vu des résultats de l'étude que nous venons de partager ensemble sur le jouet collectif en territoire réalisé avec le CJD, comment vivez-vous dans votre propre entreprise et dans votre propre expérience personnelle ce lien entre l'entreprise et son territoire ?
Bonjour. Alors, je me sens complètement en phase avec les résultats de l'étude et moi, en tant que dirigeante, pour moi, c'est un élément fondamental, en effet, la connexion au territoire et j'entends par là à l'ensemble de ces acteurs, que ce soit d'autres entreprises, que ce soit les associations, que ce soit les écoles. Donc moi, j'ai repris mon entreprise avec une associée en 2012 et très vite, on a pris la décision de s'ouvrir à notre environnement pour deux raisons. La première, c'est qu'on considère que l'entreprise est un acteur du corps social et ne vit pas dans une tour d'ivoire, ça n'a aucun sens. Et la deuxième, c'est que de la même manière qu'un dirigeant aujourd'hui n'est plus en mesure d'appréhender à lui seul la complexité du monde et a besoin de développer l'intelligence collective dans son entreprise, ce qui s'applique aux dirigeants s'applique aux entreprises, et une entreprise seule aujourd'hui, en particulier une PME, est trop petite et ne peut pas maîtriser l'intégralité de la complexité de son environnement. Donc nous, on s'est ouvert à d'autres entreprises pour développer des offres, pour croiser les expertises, pas forcément de façon formelle, mais on a travaillé ensemble, on a grandi ensemble. On s'ouvre aux écoles, évidemment, les jurys, les stagiaires, les interventions communes pour se nourrir là aussi de savoir croisés. On s'ouvre également, on est connecté aux ESS, aux associations, là plus dans une vision d'entreprise qui doit contribuer positivement à un monde plus inclusif, plus juste. Donc voilà, on intègre ça dans nos achats et dans nos pratiques dès qu'on peut. On a une politique de mécénat également. Voilà. Et puis l'exemple, je dirais, le plus emblématique de cette ouverture, c'est le fait qu'on ait emménagé en 2017 dans des locaux qui sont un laboratoire, un écosystème dédié aux acteurs des médias et de la com. C'est des locaux qui appartiennent à la collectivité, à la business school et à la CCI et qui hébergent une école, une télé, des acteurs privés, des associations qui organisent des événements et qui est piloté par un collectif du bâtiment auquel évidemment on participe. Donc voilà, on vit ça, nous, je dirais, au quotidien dans notre pratique. Alors, vous avez effectivement la chance d'être sur un territoire particulièrement dynamique. Les résultats de l'Observatoire des partenariats sur Pays de la Loire le montrent bien. Nantes Métropole vient d'être nommé territoire de confiance par la Fondation pour la co-construction du bien commun. Et il y a à la fois des dynamiques historiques. Vous avez vous-même contribué à l'émergence de Planète RSE dans les débuts des années 2010. Et puis, plus récemment, les dotations d'action territoriale avec la Fondation Break-Porty. Pourquoi les entreprises, et particulièrement les PME, finalement, elles agissent collectivement? En quoi est-ce que cette dynamique collective entre entreprises sur un territoire est importante, et en quoi répond-elle aussi à la performance globale promue par le CJD? Alors, c'est un peu ce que je disais dans ma première réponse, c'est qu'une entreprise seule sur un grand nombre de sujets, en particulier une PME et encore plus une TPE, elle ne peut pas grand-chose. Donc, la première raison de s'allier et de jouer collectif, c'est pour résoudre des problèmes ou des situations ou adresser des sujets sur lesquels on ne peut pas aller tout seul. Si on reprend l'exemple de Planète RSE, qui a été créé à l'issue des réflexions d'un groupe de travail constitué de membres du CJD, de la collectivité Nantes Métropole et d'Audencia, l'objet c'était de réfléchir à comment intégrer dans la commande publique la possibilité de favoriser les entreprises locales responsables. C'est évident qu'une entreprise toute seule, sur ce sujet-là, elle ne peut rien. Donc, il y avait la volonté des entreprises de poser cette question à la collectivité, et la volonté de la collectivité de jouer son rôle en tant qu'acheteur public pour en effet favoriser une vision de l'économie qui correspond à ce qu'elle veut voir se développer sur son territoire. Mais les outils juridiques n'étaient pas là, donc il fallait travailler ensemble. Et ça, c'est évident qu'une entreprise seule ne peut pas, et qu'une entreprise toute seule face à la collectivité ne peut pas travailler ça. Donc voilà, donc les entreprises s'allient sur un sujet comme ça de façon évidente. Et de ce fait, je rebondis sur finalement, plus structurellement, votre territoire finalement s'est organisé pour que ces liens entre collectivités, entreprises, associations, chercheurs, initiatives citoyennes finalement s'organisent, notamment à travers la plateforme RSE. Quelle est selon vous l'importance de structurer finalement localement ces dynamiques collectives ?
Oui, alors c'est vrai que la plateforme RSE Nantes, c'est une plateforme avant tout de coordination. Donc c'est une plateforme dans le cadre de laquelle participent tous les collèges d'acteurs du territoire, les entreprises, les petites, les grosses, les écoles, les collectivités, les services de l'État, etc. Donc c'est un peu une grosse machine, c'est des gens qui se réunissent à intervalles réguliers. Je dirais que la vertu première d'une instance comme celle-là, c'est de se coordonner. Et donc de coordonner les énergies, de coordonner les projets, de donner une visibilité commune à ce qui se fait sur le territoire, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie, de façon aussi à créer le lien entre les acteurs. Et du coup, ça c'est assez efficace parce qu'on voit émerger des projets à partir des liens et des échanges qui se font dans le cadre de la plateforme. Donc des projets avec 2 parties, 3 parties, des projets qui sont, je dirais, sous chapeau plateforme et des projets qui sont indépendants. Mais ça permet que tous les acteurs qui sont engagés dans ces dynamiques-là se connaissent, se parlent et travaillent de la manière la plus efficiente possible. Ça contribue aussi à nourrir et à entretenir ce terreau de collaboration qu'on a à Nantes et dans l'Ouest en général. Et c'est pas le seul endroit où on réfléchit au sujet évidemment de transformation de l'économie. Il y a sur ce territoire une culture assez forte de la mise en réseau. Le CJD en effet en fait partie, implanté depuis longtemps. Il y a eu des dirigeants pionniers dans les années 80 qui ont travaillé avec la collectivité parce que tout ça part de cette vision qu'on ne peut pas construire une entreprise qui va bien sur un territoire qui va mal, dans une société qui va mal ou sur une planète qui va mal. Donc il faut travailler ensemble. Et donc on a cette culture de collaboration qui passe par les réseaux. Dirigeants responsables de l'Ouest et un autre réseau vraiment dédié à ces questions-là qui a déjà 10 ans et qui fonctionne très bien avec des objectifs ambitieux et qui fonctionne en lien avec la collectivité. Il a été créé par des PME et des ETI, mais il travaille en lien avec la collectivité, en lien avec tous les acteurs du territoire, en lien avec le milieu associatif. Voilà, donc la plateforme RSE n'est pas, je dirais, l'instance centralisatrice des travaux sur le territoire, mais par contre c'est une plateforme qui permet de coordonner les initiatives, qui permet aux acteurs de se connaître et je pense que ça permet d'aller un peu plus vite et un peu plus efficacement sur ces sujets. Merci beaucoup pour votre témoignage et puis à très bientôt pour poursuivre les échanges avec le CJD sur ce sujet. Merci. Avec plaisir, merci de votre invitation. Au revoir. Alors, nous avons pu voir à travers ce témoignage d'Ingrid Berthet les liens entre l'entreprise et son territoire. Et je vous propose maintenant d'avoir un témoignage d'actualité pour voir comment très concrètement l'entreprise peut s'engager au travers d'une démarche innovante de jouets collectifs. Alors, Martin Brevard, vous êtes président de l'entreprise Le Mailleux, qui a été créée en 1947, une PME du textile impliquée très fortement dans sa filière dans la région des Hauts-de-France. C'est la dernière bonnetterie française. Vous êtes labellisé entreprise du patrimoine vivant, certifié Origine France garantie, donc un très grand engagement finalement de l'entreprise. Et pendant le confinement, votre entreprise est illustrée par la confection de masques en or. C'est comme ça que ça a été appelé. Finalement, en quoi consistait cette initiative ? Oui, bonjour à tous. Donc là, il faut remettre le contexte. Nous sommes le 16 mars, confinement général. Nous sommes en guerre, comme le dit notre président. Donc les personnes qui sont sur le front, ce sont nos soignants. Et ils sont en manque cruel de masques et de protection. Pendant ce temps-là, nous, on est tous... J'entends rien. Et c'est... Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Je continue à parler ou j'ai l'impression qu'on entend le micro. Donc, je vous rappelle donc le contexte. Nous sommes le 16... Je n'ai pas de retour son. Et ça doit être tout à fait passionnant ce que vous nous dites. Je n'ai pas de retour son, donc je n'ai... Je viens d'entendre. Je recommence.
Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez continuer. Je continue, d'accord. Donc je vous ai rappelé le contexte, et donc par rapport à ce manque criant de masques envers le personnel soignant, en toute humilité, on se demande comment on peut être acteur et avec le maximum d'efficacité. On était en lien avec le CHU de Lille, c'est ça l'origine. Et le CHU manquait cruellement de masques. C'est quand même une vraie entreprise, donc ils essayaient de faire leurs masques eux-mêmes, récupéraient des bouts de blouse, récupéraient des non tissés d'aspirateurs. Donc ils avaient un vrai laboratoire pour tester l'efficacité, mais sans aucune connaissance textile. Nous, le Mailleux, on a les compétences en confection, mais pas du tout les compétences pour les masques. C'était un nouveau sujet par rapport à nous. Donc on a essayé de regarder ensemble à côté. On s'est rapproché du pôle de compétitivité Euramatériaux qui nous a aidés pour sélectionner des tissus supposés performants que le CHU a pu tester. Et puis après, il fallait produire. Et donc on s'est rapproché également de l'association Le Souffle du Nord pour créer tous ensemble en fait le collectif des masques en or avec le petit jeu de mots Nord NORD. Voilà, des masques voilà, pour le personnel soignant. Et on a pu élargir en fait notre panel d'acteurs avec évidemment des bénévoles, parce qu'à cette époque-là, nous étions confinés, beaucoup de personnes en chômage partiel, et on a pu finalement en moins de 5 jours monter monter ce challenge, vraiment on peut dire déplacer les montagnes et tous les jours en fait avancer avec une vision commune qui était l'efficacité pour sortir le plus rapidement possible du confinement. Ce qui est très important, c'est qu'on a avancé dans la confiance et avec le même objectif commun et sans... ce que je dirais, c'est qu'ensemble, on va plus loin, ça c'est connu, mais ensemble on a été plus vite. On a été plus vite parce qu'en 5 jours on a monté ça, et ça c'était possible uniquement en fait avec la confiance et la vision commune. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment en fait par rapport au territoire, c'est l'alliance d'acteurs de la santé, d'entreprises du privé, d'associations, du public avec des mairies, et puis évidemment nous tous citoyens. Alors j'entends bien à la fois cet assemblage de compétences complémentaires finalement entre acteurs et puis cette capacité à la fois à associer les modes d'engagement. Peut-être une question sur les enseignements que vous avez retirés. Vous parliez de confiance. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui vous ont semblé essentiels dans cette démarche collective ? La confiance pour moi c'est l'essentiel. Voilà, à tout moment, ce projet pouvait basculer si on avait un doute. Par exemple, les bénévoles qui confectionnaient vraiment d'une manière vraiment bénévole chez elles, si elles avaient un moindre doute que le Mailleux allait pouvoir gagner de l'argent sur leur dos, ou que l'association, ou que les masques n'étaient pas performants, finalement inefficaces. Voilà, c'est l'essentiel. Et finalement, sans se connaître, mais en étant à côté, on a pu aller très vite et très loin. Et puis en même temps, avec toujours cette démarche de progresser, comme on a mis le masque, le Garidou, sur le marché avant même que l'État puisse évaluer les masques, on s'est rendu compte que ce masque était très performant en filtration, mais finalement assez difficile pour respirer. Du coup, on a fait une deuxième version. Et voilà, il n'y a jamais rien d'acquis, il faut avancer et puis d'essayer humblement d'être performant. Confiance et démarche apprenante. Alors, merci pour ce témoignage. Je me tourne vers vous, Caroline Ledantec. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de l'association Citeo. Vous êtes une spécialiste de la médiation sociale. Et donc, par vocation, finalement, vous créez du lien entre des acteurs différents de votre territoire depuis la création même de votre structure. Et finalement, comment avez-vous vu évoluer au fil du temps ce jouet collectif au sein de Citeo et finalement comment s'est-il traduit dans peut-être une transformation de ce métier de médiation sociale territoriale ? Bonjour, on a co-créé à plusieurs la structure Citeo autour de la question de la médiation sociale en 1998 et le jouet collectif est dans notre ADN. Quand on s'est créé en 1998, il y avait un besoin de sécurisation et d'humanisation du réseau de transport de la métropole européenne de Lille. La métropole européenne de Lille ne voulait pas être employeur, le transporteur ne voulait pas être employeur et on avait souhaité créer des emplois de médiateurs pour faciliter
faciliter le transport, le voyage, l'expérience client, on dit maintenant, pour faciliter l'attractivité du réseau de transport, baisser les incivilités, faire que le trajet soit le plus performant possible, mais aussi faire en sorte que le réseau, qui est un réseau extrêmement ouvert, qui se ferme maintenant avec des portiques d'accès, mais qui était un réseau extrêmement ouvert et diversifié, permette aussi de créer des emplois. Et on a démarré notre activité sur vraiment un jouet collectif. L'État, parce que l'État nous a permis de créer cette PME de 200 salariés en 6 mois, avec des postes emploi jeunes à l'époque. La région, qui nous a fortement aidés sur les questions de financement de la formation pour des formations qualifiées. Les entreprises qui se sont réunies autour de nous pour travailler ensemble des métiers nouveaux autour de besoins insatisfaits de relations avec leur territoire et les acteurs de leur territoire. Et puis le sujet fort au démarrage a été le transporteur qui a dit ok, moi je joue le jeu, je ne veux pas être employeur, mais moi patron de la boîte de transport, je vais d'ailleurs présider l'association que nous allons créer. Et on va créer ensemble, on va révéler le besoin de médiation sociale sur les transports en commun. Donc l'ADN a vraiment été de jouer collectif pour nous. Je fais un très grand saut pour répondre à votre question, 21 ans après, donc en 2020, parce que nous avons écouté les besoins des territoires, parce que nous avons pris le risque d'évaluer la performance et les impacts de la médiation sociale, à la fois en termes de coûts évités, mais aussi de recettes complémentaires, de ce que ça produit en matière, vous parliez tout à l'heure, de performance globale, de création d'emplois, d'intérêt sur les territoires, de mobilité pour les acteurs du territoire, y compris pour ce qu'on appelle chez nous les bénéficiaires ultimes, donc les voyageurs, les habitants. Quand on regarde cet écosystème performant qui est suffisamment ouvert, pas seulement s'intéresser aux transporteurs, mais aussi à l'habité, à l'habitat, aux soins, à la mobilité, aux travaux qu'on peut faire sur un réseau, etc., etc. On a révélé un certain nombre de besoins et nous avons décidé de répondre à ces besoins révélés. Et nous avons du coup aujourd'hui un changement extrêmement important de nos modèles que nous continuons, à la fois pour rendre pérennes nos activités, qui ne sont plus aidées de la même façon avec des programmes aidés d'activité et d'emploi, ce qui étaient les emplois jeunes. Et nous avons aujourd'hui 6 grands secteurs d'activité. On travaille sur les enjeux de mobilité de transport, mais on travaille aussi pour des hôpitaux, dans les urgences hospitalières, parce que les gens travaillent extrêmement bien dans tous les métiers des centres hospitaliers. Mais aux urgences, qui sont des lieux ouverts 24 heures sur 24, il faut accepter la cohabitation de personnes qui viennent là, pas uniquement pour se soigner ou faire soigner quand on est accompagnant. Mais on travaille également en milieu scolaire. On sait que les apprentissages sont extrêmement liés à la manière dont l'écosystème de l'éducation nationale jusqu'aux parents et puis aux scolaires et aux intervenants extérieurs fonctionne bien pour accrocher les scolaires à leurs apprentissages. Et on travaille aussi beaucoup de plus en plus avec des bailleurs et des collectivités. Donc finalement, on est parti d'un ADN extrêmement fort sur le jouet collectif à une forte diversification sur des secteurs d'activité différents, des créations d'activités nouvelles. On a créé notre propre centre de formation sur les sujets de la médiation, mais aussi le déploiement sur des territoires nouveaux, puisqu'on est parti de la métropole européenne de Lille pour être aujourd'hui dans les Hauts-de-France et sur l'Île-de-France. Alors, je retiens trois mots forts de votre cheminement, finalement, sur ce jouet collectif qui est dans votre ADN depuis 21 ans. À la fois l'importance de ce professionnalisme conjoint, finalement, où chacun s'enrichit de l'autre. Et là, on retrouve ce que nous disait Martien Brevard. La question de l'innovation, en disant que ça permet d'innover et d'avoir une capacité de déploiement de solutions à grande échelle à l'issue de ce cheminement. Mais de ce fait, vous nous rappelez aussi le troisième élément, c'est-à-dire la valeur du temps long, puisque effectivement, une expérimentation n'a de valeur qu'à partir du moment où elle prend le temps de pouvoir démontrer, vous l'avez dit, à la fois analyser le besoin du territoire, à la fois évaluer la pertinence, la performance de la solution et ses impacts, et de pouvoir finalement après monter en généralité par rapport aux travaux qui ont été faits. Alors, ça nous amène à la troisième partie de notre table ronde, et j'allais dire au cœur de notre sujet, parce que finalement, vous retémoignez par vos 3 témoignages, finalement, de ce que nous avions entendu il y a 2 ans sur l'engagement très fort déjà existant des entreprises et des PME, particulièrement sur leur territoire. Et passons à la question de comment peut-on valoriser aujourd'hui
cet engagement. On voit bien à travers l'étude du CJD que finalement, il y a le sentiment que cette nature d'engagement est un peu encore sous les radars, et dans la mission ministérielle que j'ai eu le plaisir de copiloter avec la députée Cathy Racon-Bouzon, on avait bien vu et bien analysé, et d'ailleurs nos amis du CJD nous y ont aidé, ce besoin finalement de faire apparaître, de faire sortir de dessous les radars cette dynamique finalement d'engagement territorial des entreprises et particulièrement des PME engagées. Comment est-ce qu'on peut finalement valoriser cet engagement? Et là, je me tourne vers vous, Aymeric Oudin. Alors, vous dirigez la PME Axe Environnement dans l'Aude. On aurait pu aussi avoir un autre témoignage sur la qualité d'engagement d'une PME, puisque vous n'êtes pas en reste. Mais là, c'est au titre de président du CJD que vous avez pris cet été, que je vous interpelle finalement. Vous-même, vous êtes engagé depuis une décennie dans cette dynamique. Comment finalement les 5000 dirigeants d'entreprises impliqués dans le CJD sur les 118 sections locales considèrent la place de l'engagement territorial dans cette démarche de performance globale initiée en 2000 par le CJD? Nous sommes à distance, cher Aymeric Oudin. Et je vous ai entendu tout à l'heure, donc normalement, vous devriez être en ligne. Je pense que l'interlocuteur a disparu, en fait. Il n'est pas là. Ah, il n'est plus en ligne. D'accord. Eh bien, c'est pas grave. Nous allons, sans transition, faire appel à Luc Bellière, puisque en fait, Luc, vous avez assisté à une transformation progressive depuis 20 ans finalement de cet engagement dans les années 2000. La valorisation de l'expérience individuelle, qui était finalement la transformation de performance globale, qui à l'époque avait le pilier social et économique, en y rajoutant ce palier environnemental. Vous avez connu dans les années 2000 la deuxième étape qui était dans ces dynamiques collectives, l'émergence de clubs locaux, de volonté de se mobiliser entre pairs quelque part dans cette logique-là. Et nous constatons finalement dans l'étude le besoin d'aller plus loin aujourd'hui et finalement d'aller vers cette forme de reconnaissance finalement de cet engagement pour structurer territorialement une capacité finalement de se jouer collectif avec les élus locaux, avec les associations du territoire, avec les acteurs académiques. Et Ingrid Berthet nous redisait à quel point finalement, à l'exemple par exemple de notre métropole, cette dynamique était importante. Comment avez-vous vécu de votre côté la valorisation du rôle des entreprises depuis 2 décennies ? C'est à moi. Je n'ai plus du tout de son, j'ai aucun retour, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis revenu, je sais pas si juste je me vois à l'image. Vous m'entendez? Alors nous on vous entend, mais celui qui vous a posé des questions, on ne le voit pas. D'accord. Et donc, parce que je pense que Aymeric Oudin était prévu avant moi en intervention. Mais... Alors, c'est un petit peu déconcertant, je suis désolé. Personne n'entend. Alors, Luc, Yann en salle. Donc, oui. Charles Benoît a posé cette fameuse question sur la décennie, sur l'évolution en 2 décennies finalement du rôle des PME. Si tu peux nous partager ta vision et ton vécu des choses. Oui, juste une petite chose. Aymeric Oudin devait présenter la performance globale, Yann. Non. Non, nous n'avons pas été connectés avec Aymeric. Alors, je suis là, vous ne m'entendez pas? Aymeric n'est plus en ligne? Il est en ligne? Il y était, mais il n'avait pas de son non plus, alors c'est pour ça. Ce qu'on va peut-être faire, Luc, si tu peux prendre le relais, puis après on repasse la parole à Aymeric. D'accord. Très bien. Oui, alors, moi je suis membre effectivement du Centre des jeunes dirigeants depuis
maintenant 20 ans. Oui, je suis encore jeune, enfin, j'ose le croire. La capacité à se remettre en cause est le plus important. Et il y a 20 ans, le Centre des jeunes dirigeants lançait toute la thématique autour de la performance globale, c'est-à-dire l'adaptation du développement durable au monde de l'entreprise. L'entreprise se devait d'être performante dans différents aspects. Et donc sur cette décennie des années 2000, on a vu dans les sections du CJD beaucoup d'entreprises prendre les choses en main, souvent sur l'intention individuelle du dirigeant. Et quelques entreprises émergeaient à travers la France, on va dire avec des parcours souvent individuels en essayant de coordonner un maximum de choses. Dans les années 2010, on a plutôt vu des entraides se créer, beaucoup de coopération entre pairs générées et aller un peu plus loin dans ces modèles de coopération, mais ça restait entre entreprises. Et ce qu'on est en train de percevoir aujourd'hui, c'est certainement une sortie du silo du monde de l'entreprise pour aller vraiment à la rencontre du territoire, des citoyens, des élus, pour essayer d'agir, ce que j'expliquais tout à l'heure dans la présentation de l'étude. Et ça, on va dire que c'est plutôt une époque de coopération hétérogène qui est en train de naître. Et je pense que dans un monde complexe comme on le constate aujourd'hui, où tout est un peu lié et entremêlé, il est effectivement très important de casser les murs et de permettre à ces interactions d'agir. Et donc, c'est vraiment le mouvement qu'on peut reconnaître sur le terrain. Sur le Montargois, je vois ça aujourd'hui. Je suis président fondateur d'une association qui s'appelle PERC3C pour la RSE et l'économie circulaire. Et on a une catalyse d'associations de chefs d'entreprise qui viennent adhérer à cette association justement pour agir de manière plus coordonnée et agir avec les élus et les associations locales. Merci beaucoup, Luc, pour ce témoignage. Alors, j'essaie de reconnecter Aymeric Oudin si Aymeric est avec nous. J'aurais voulu savoir finalement la place de l'engagement territorial dans la dynamique de performance globale du CJD. Aujourd'hui, quelle est finalement cette place ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Formidable. Parfait. C'est une petite galère technique. Est-ce qu'il est possible d'entendre les interlocuteurs ? Je parle au nom du CJD, Centre des jeunes dirigeants. Donc Luc a déjà dit beaucoup de choses. Ingrid a dit beaucoup de choses également. Moi, je compléterais simplement en disant que l'engagement territorial, il est essentiel dans la mesure où, Ingrid le disait tout à l'heure, on ne peut pas fonctionner tout seul. Donc on est obligé de fonctionner dans un microcosme économique qui encourage à aller prendre les avis du territoire et puis d'intégrer le territoire dans nos réflexions. Dans performance globale, par contre, je mets vraiment l'accent, alors c'est très terre à terre ce que je vais dire en tant qu'entrepreneur, mais je mets l'accent sur la performance économique, sociale, sociétale et environnementale. Et la première, c'est la performance économique. Et moi, je suis absolument convaincu que les entreprises aujourd'hui qui mettent beaucoup de dynamisme et de professionnalisme, notamment sur les sujets d'inclusion, où on échange beaucoup avec les gouvernements sur ce sujet, les sujets de l'emploi des personnes en situation de handicap, le sujet des jeunes, que ça puisse être reconnu par les acheteurs publics et notamment sur le fait d'orienter des achats, de faire fonctionner son territoire en reconnaissant et en stabilisant l'économie par le fait d'orienter leurs achats vers des entreprises qui sont responsables et qui le prouvent et qui le savent. Je dis ça pourquoi ? Parce que de mon expérience d'entrepreneur, de chef d'entreprise aujourd'hui, ce qui me permet de fonctionner, c'est le chiffre d'affaires. Les aides ne m'ont pas permis de faire fonctionner mon entreprise, mais c'est vraiment le chiffre d'affaires et l'activité qui me permet de soutenir en tous les cas l'entreprise. Donc je serais quand même assez heureux et content et encouragé en tous les cas en tant qu'entrepreneur, et l'ensemble de mes camarades chefs d'entreprise le sont également, si les territoires peuvent nous dire comment est-ce que nous, entrepreneurs, nous pourrions contribuer, en tous les cas, à l'économie du territoire, et comment est-ce que le territoire
peut, dans un second temps, contribuer à notre économie. Et comment est-ce qu'on peut finalement s'entraider? Les territoires ont des besoins, les entreprises ont des besoins, et je pense que dans l'intérêt de nos territoires et de notre économie, surtout dans les périodes que nous connaissons, nous aurions tout intérêt à continuer à communiquer ensemble pour stabiliser et vraiment faire de notre économie française une économie forte, tout en acceptant qu'il y a un peu de protectionnisme au milieu de tout ça. Les Américains le font bien, les Chinois le font bien, et nous avons beaucoup de contre-arguments aujourd'hui en France que je ne comprends pas, et j'aimerais que ça puisse bouger. En tout cas, je suis favorable à ouvrir le débat et à échanger pour pouvoir rendre ça plus durable et vertueux. Merci beaucoup, Aymeric Oudin, pour ce témoignage. Alors, on voit bien aussi l'importance du territoire dans cette dynamique-là, puisque finalement, qui dit PME, qui dit entreprise, dit proximité et capacité d'action au plus près des besoins. Alors, le territoire des Hauts-de-France est particulièrement riche en initiatives collectives, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue sociétal, comme l'incarne parfaitement le réseau Alliance et particulièrement à travers cet exercice du World Forum pour une économie responsable. Je me tourne vers vous, Caroline Dantec, parce que vous êtes particulièrement engagée sur votre territoire dans une diversité de dynamiques, que ce soit le comité d'agrément du réseau Alliance, le comité de pilotage de la chaire entreprise et business à impact social de l'Université catholique de Lille. Et finalement, vous avez différentes dynamiques très fortes dans votre territoire, comme le Club Noé ou la Fondation des Possibles. Qu'apportent ces dynamiques collectives? Est-ce que ces exemples nous permettent de voir comment est-ce qu'on peut valoriser ce jouet collectif à travers deux exemples comme ceux-là? Je pense que le jouet collectif, c'est à un moment donné être véritablement dans des stratégies de coopération. La coopération, c'est comprendre les contraintes de l'autre et rééquilibrer les échanges. Je pense que cette question, elle est extrêmement importante. On est dans un terreau extrêmement fertile, y compris d'entreprises issues du patronat chrétien qui ont fait beaucoup pour. Et je pense qu'il faut maintenant passer encore plus à une stratégie de faire ensemble et rééquilibrer. On a beaucoup parlé et entendu des entreprises, des collectivités, du monde académique. Moi, j'y rajouterais la société civile, qu'elle soit organisée ou pas. Mon métier m'amène, moi, à travailler beaucoup pour la société civile, pour les habitants, pour les bénéficiaires ultimes. Et je pense que la parole de la question de l'usage, de la question de la maîtrise d'usage, la parole de la question des nouveaux modèles économiques qui soient plus performants, plus résilients, la manière dont on peut comprendre, non pas l'aide supplétive qu'on va pouvoir avoir, mais le tiers payeur qui, à un moment donné, va payer pour quelque chose de complémentaire, pour que dans une coopération, on ne soit pas seulement des gens qui cohabitent ensemble, mais qui acceptent de prendre des risques pour partager des marchés ensemble, hein, des activités ensemble, des activités qui sont performantes, et surtout travailler sur une logique de 1 + 1 = 3. Et pour faire ça, je pense que sur nos territoires, on a beaucoup travaillé la question de l'évaluation des impacts. Je pense qu'il faut pousser ces modèles, il faut avoir du temps pour construire, il faut accepter aussi de passer du temps pour convaincre des acheteurs, pour avoir du temps pour construire les appels d'offres des marchés publics et privés, parce que la commande publique et la commande privée ont aussi besoin de temps pour aider à construire des alliances. Beaucoup de possibilités existent sur les coopérations sur les territoires, il faut les rendre plus fluides, il faut accepter de prendre des risques ensemble et surtout se mettre la barre le plus haut possible sur l'impact de ces coopérations et prendre du temps pour en mesurer les effets, pour relancer d'autres types d'activités après qui soient innovantes. Et puis je compléterai, je pense que l'enjeu de transformation des territoires, il doit être aussi partagé. Ce ne sont pas que les collectivités, que les entreprises, que la société civile, que le monde académique. On transforme les territoires en y donnant en leur redonnant une capacité économique, en leur redonnant de la cohésion sociale, en remettant des emplois, en remettant l'homme et les femmes au cœur des préoccupations. Merci beaucoup. Alors, je citais tout à l'heure l'un des 3 axes issus de la mission ministérielle, qui est cette expérimentation du droit de l'alliance pour pouvoir faciliter finalement ces expérimentations innovantes. Vous en citez 2 autres essentiels, c'est la prime à l'alliance, c'est-à-dire comment est-ce que ça rentre dans les modèles socio-économiques et finalement que ces dynamiques d'alliance soient valorisées pour, comme vous le dites, ne pas simplement avoir un côte à côte, mais finalement de pouvoir aller plus loin dans cette capacité à 1 + 1 = 3. Et puis vous citez aussi l'importance de cette ingénierie d'alliance
finalement, qui est importante en se donnant le temps finalement de construire des réponses. Et j'ai bien noté, incluant naturellement la société civile, qu'elle soit organisée ou directement les habitants et les bénéficiaires directs. Je me tourne vers vous, Martin Brevard, parce que finalement, la même question se pose sur le jouet collectif au niveau des dynamiques économiques, des filières. On peut penser à toute la dynamique territoriale de REF 3, ou on peut penser au pôle de compétitivité Aura Matériaux. On voit aussi qu'il y a cet angle économique qui doit être finalement travaillé. Qu'est-ce que vous ressortez finalement de ces besoins de valoriser cet engagement et ce jouet collectif? Les besoins doivent être orientés déjà par rapport aux enjeux de la société. Aujourd'hui, on a largement échangé entre nous. Les enjeux sont évidemment sociaux et environnementaux. Sur le territoire, il faut créer de l'emploi, il faut créer de la valeur économique qui n'est utile que si elle est partagée. Donc on doit être à plusieurs. Et également par rapport aux enjeux environnementaux. Donc nous, ce qu'on attend du territoire, finalement, c'est encore une fois, c'est le collectif, c'est de pouvoir échanger entre pairs, entre entreprises, créer un écosystème d'acteurs. Malheureusement, en tant qu'acteur du textile, on est bien seul. Donc nous, notre objectif, c'est justement de travailler en écosystème comme nous inspire la nature et comme on faisait tout simplement avant, parce qu'on ne va pas réinventer la roue, c'est de travailler avec des ateliers à côté de chez nous, des ateliers qui se sont montés par exemple durant la crise du Covid, des ateliers d'insertion. Et il y a beaucoup de personnes qui sont aussi au chômage aujourd'hui et il y a de quoi les embaucher et les former pour la demande locale. C'est de travailler en partenariat avec Pôle emploi qui peut nous aider à dénicher des pépites, tout simplement des hommes et des femmes qui peuvent développer leurs compétences au niveau de l'artisanat et puis du savoir-faire sans avoir forcément fait d'études. Et puis voilà, on est assez bien placé et ça c'est super effectivement par rapport dans les Hauts-de-France avec REF 3 qui peut nous aider à progresser dans les enjeux environnementaux pour viser le zéro carbone. Et voilà, finalement il n'a de performance durable qu'avec une économie qui peut être partagée avec les hommes et dans notre environnement. Merci beaucoup. Alors, je me retourne à nouveau vers vous, Aymeric Oudin, parce que dans l'étude que nous avons réalisée ensemble, l'Observatoire des partenariats et le CJD, le premier levier de développement de l'Alliance a été finalement de pouvoir avoir un message clair avec les élus locaux. Nous avons une nouvelle mandature qui vient de débuter. Pour information, nous sommes en cours d'une étude où nous interrogeons les élus locaux sur leurs convictions sur ce jouet collectif en territoire. On a vu 81% des Français, 84% des dirigeants d'entreprises et 95 qui sont engagés. Et nous serons au moment du congrès des maires mi-novembre. Quelle est la vision des élus locaux sur ce jouet collectif en territoire? Comment ils vont s'appuyer sur cette capacité-là? De vos points de vue finalement du CJD, ce dialogue avec les élus locaux, il doit se traduire comment pour que ça puisse réellement valoriser cet engagement de l'entreprise? Aymeric, je crois qu'il y a un petit souci de connexion. Donc, Charles Benoît vient de... Aymeric a un souci de connexion, très bien. Nous allons... La question, c'est quelle est la vision du dialogue finalement avec les élus locaux pour améliorer ce jouet collectif? C'est ça. Et si nous n'avons pas la réponse possible immédiatement, nous pouvons prendre une première question avec le public et nous réintégrerons Aymeric sur cette question quand il pourra intervenir sereinement. Une première question porte sur les impacts par rapport au Covid. Est-ce que cette crise du Covid a des impacts positifs finalement sur les PME ?
Alors, je vais me tourner vers ceux qui sont sur place. Qu'en pensez-vous, Caroline Le Dantec ? Que la crise du Covid ait des impacts, certes. Hein, voilà. Moi, je suis ravie d'être là pour en parler. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas en parler parce qu'ils sont en quarantaine chez eux, voire en réanimation. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ça a un impact? Moi, pour ma propre structure, ça a été un accélérateur de transformation. Je ne croyais absolument pas à la médiation à distance, je vais être claire, parce que pour moi, c'est un métier de proximité. Et nous avons développé, avec de formidables collaborateurs, la médiation à distance, parce qu'on a essayé de conserver le contact avec les scolaires, par exemple, avec les habitants. Et comme on rendait compte qu'on n'y arrivait pas, y compris parce que notre cible n'était pas forcément équipée, on a travaillé de nouvelles coopérations. On a bossé avec Emmaüs Connect, par exemple, pour acheminer, fournir, donner, montrer comment utiliser des tablettes, fournir des téléphones portables pour pouvoir être connectés, pour pouvoir suivre les cours, pouvoir rester connectés, pouvoir prévenir l'isolement qui a été terrible en fonction des lieux d'habitation des cibles pour lesquelles nous travaillons. Donc oui, c'est complexe, une crise de cette nature, y compris parce que c'est extrêmement violent, et le confinement a été violent du jour au lendemain. Hein. Moi, tous mes collaborateurs, ou quasi, étaient en télétravail, pour ceux qui le pouvaient. Les autres ont arrêté leur activité, et d'autres ont continué en travaillant moins, et ou en travaillant à distance. Donc c'est une véritable révolution qui a au moins un atout extraordinaire, c'est que c'est un accélérateur de transformation, et ça révèle aussi de nouvelles solidarités. Et je pense que du coup, on a utilisé la technique, on le voit bien dans notre atelier, quand ça fonctionne bien, c'est extrêmement génial. Et on se disait tout à l'heure avec mon collègue, heureusement qu'on a aussi des papiers devant nous et qu'on n'a pas que la technique sur un téléphone portable ou sur un écran. Voilà, c'est un accélérateur de transformation, la crise. Je vous le confirme, je vous le confirme. Martin Brevard, même question finalement, l'impact de la crise sur les PME, qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement ? Oui, bah alors il y en a qui sont plus ou moins bien lotis. Hein. Il y en a qui n'ont pas la chance de se développer et c'est très dur pour elles. Je reprends ce que tu dis, Caroline, c'est un accélérateur tout simplement. Je pense que la crise nous fait réfléchir d'une manière violente et brutale et nous met un petit peu devant le mur pour peut-être avancer et nous transformer d'une manière rapide. Moi, mon vœu, c'est qu'elle puisse nous aider à consommer moins mais mieux. Voilà, il faut 3 planètes pour vivre, donc si on peut se poser ces questions et puis avancer ensemble sur notre territoire, et ben, ce ne sera pas plus mal. En tout cas, nous, on sent qu'en tout cas dans l'incertitude, on a la chance évidemment de faire du local, donc nous, on est impacté d'une manière positive. Nos clients cherchent dans l'incertitude à avoir des approvisionnements fiables, en bonne quantité et rapidement, sans en avoir trop pour éviter de solder après. Ce qui est très important dans ce que nous sommes en train de vivre, je partage totalement cette notion d'accélération, c'est finalement quand on regarde les données de l'Observatoire des partenariats, quand on écoute nos concitoyens depuis 2008, puisque nous les avons régulièrement questionnés, 2008, 2012, 2015, 2019 et 2020, finalement on voit bien que ils confirment la nécessité de jouer collectif, mais ils sont un peu impatients à ce qu'on mette ça très concrètement en œuvre et très pratiquement en œuvre. D'où ma question, si Aymeric Oudin maintenant peut y répondre sur ce dialogue finalement avec les élus, c'est-à-dire comment aider aussi les élus locaux très concrètement dans leur nouveau mandat à pouvoir se saisir de cette opportunité de travailler ensemble. Et si Aymeric est encore injoignable techniquement, puisqu'on l'a vu, la technique nous aide beaucoup, mais elle n'est pas toujours avec nous. Je poserai la même question à Caroline. Ah, si, je l'ai vu. Donc, il peut me répondre. Alors, vous voyez, une de mes premières demandes pour les élus, c'est d'avoir la fibre chez moi. Ça fait des années que je la demande. Et on confirme ici le fait que ce serait bien de l'avoir. Et pour le paradoxe, c'est que je viens d'apprendre que l'ensemble des maisons autour de notre entreprise à Romilly-sur-Seine dans l'Aube particulier avaient la fibre et que notre entreprise était la dernière à l'avoir. Je trouve ça assez fort
dans l'approche, c'est que je suis pas sûr que le tissu économique soit mis au centre de la préoccupation, alors que j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup de choses qui partent d'ici. Néanmoins, pareil pour les élus, je suis en contact avec eux, c'est bien, dans ma ville. Enfin, pareil, je parle de mon cas personnel, mais il serait utile de manière générale qu'il y ait des rendez-vous récurrents. Moi, je milite depuis longtemps pour qu'il y ait une personne, en tous les cas, sur le territoire qui soit un guichet unique en quelque sorte, et qui soit quelqu'un qui vienne entendre les besoins et les préoccupations de nos entreprises, qui soit délégué par la CCI, par les directs. Il y avait à un moment donné les commissaires, enfin pas les commissaires, mais les interlocuteurs au redressement productif que je trouvais plutôt intéressant, où j'avais des dialogues très structurants pour mon entreprise et je trouvais que c'était un rôle assez intéressant. Au-delà d'aller voir les entreprises en difficulté, il y a les autres. Nous avons été coupés à nouveau, sauf erreur de ma part. Nous n'entendons pas Aymeric. Donc je vais me retourner vers vous, Caroline Le Dantec. Finalement, même question sur comment aider les élus locaux finalement à se saisir du jouet collectif pour mieux valoriser finalement l'engagement de l'ensemble des acteurs. Vous l'avez dit, bien évidemment, la société civile, la capacité des associations, des citoyens à se mobiliser, des PME, des acteurs académiques. Finalement, comment on peut aider très concrètement cette nouvelle mandature à se saisir de cette question-là? Je voudrais juste insister sur le fait que nous venons de terminer samedi dernier la semaine européenne du développement durable, de la signature finalement du 5e anniversaire des objectifs de développement durable, dans lequel au-delà des 16 premiers objectifs systémiques au niveau mondial, on a ce 17e objectif qui est celui de co-construire des solutions, d'inventer des solutions que personne ne peut faire seul. Donc ça concerne à la fois les chefs d'État, les dirigeants de toute nature et notamment, et sans doute au premier chef, la nouvelle mandature des élus locaux. Donc comment est-ce que, à la fois pour accélérer cette sortie de crise et peut-être plus globalement et plus structurellement répondre à nos défis collectifs, comment, selon vous, on peut aider les élus locaux à se saisir de ce jouet collectif? Oui. En fait, moi, ma conviction profonde, c'est qu'un élu local peut aussi être un chef d'entreprise, c'est aussi un citoyen, ça peut être quelqu'un du monde académique. Donc c'est vrai que j'ai peut-être un peu plus de mal, de par mon histoire, de comprendre des fois des clivages qui n'en sont pas. Sinon, on est en permanence en travail de schizophrénie, ce qui peut être possible. Il faut juste être aidé par un bon médecin pour y arriver. Au-delà de la boutade, je crois qu'il faut intégrer que le temps de l'élu n'est pas le temps de l'entreprise, n'est pas le temps du citoyen. On travaille sur des programmes de rénovation urbaine avec des fabuleux résultats d'évolution de quartiers qui étaient vraiment en très grande difficulté, des logements qui étaient vraiment dans des situations d'insalubrité inacceptables et des moyens ou des équipements collectifs qui n'existaient pas. Nous sommes sur un territoire, à la fois tant le bassin minier que la métropole européenne de Lille notamment, pour ne citer que, mais j'interviens aussi dans Seine-Saint-Denis, on est sur des territoires où il y a des véritables évolutions. Mais ça ne correspond pas forcément au temps du citoyen qui habite, qui a des problèmes d'incivilité avec son voisin, qui n'a pas les mêmes rythmes, qui n'a pas les mêmes horaires, qui est réveillé, qui ne peut pas travailler, etc. L'élu, il est élu sur un programme. Et puis il a pour l'aider un certain nombre de fonctionnaires extrêmement compétents qui sont inscrits eux dans une forme de durabilité de la puissance publique et de l'intérêt général. Les élus, eux, ils sont élus sur un programme et sur une évolution, une transformation qui est tenue sur des durées. Les entreprises, elles doivent développer des formes d'agilité, d'adaptation, d'anticipation, de réflexion permanente, d'innovation permanente. Et donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut accepter que quelquefois, nous avons des intérêts pas divergents, mais qui ne s'expriment pas de la même façon et sur la même temporalité. Si nous nous rencontrons souvent, si nous nous acculturons ensemble à la manière dont nous avons, nous, nos propres contraintes et dont on doit pouvoir les mettre en commun pour arriver à des résultats communs. Si nous ne passons pas notre temps à poser des problèmes, à nous plaindre, mais à essayer de nous mettre sur un mode solution. Les solutions des uns ne sont pas forcément les solutions immédiates des autres, mais en tous les cas, en termes d'état d'esprit, je pense que cette démarche, elle est fondamentale. Alors nous arriverons à créer des alliances, à créer des formes d'agilité, à anticiper, et je pense que la compréhension de l'élu, elle est au moins au même niveau que celle du
du chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a quelquefois des ententes fabuleuses sur le plan stratégique, et puis sur le plan opérationnel, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis moi, je vois des choses extraordinaires qui sont faites par mes collaborateurs sur le plan du terrain, et puis après, il faut donner la petite graine de la coopération qui fait que sur le plan stratégique, on va donner une ampleur, on va le déployer sur d'autres territoires avec d'autres acteurs, et puis ça va prendre. Ça va prendre. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure aussi sur la société civile ou sur l'habitant. C'est-à-dire que je pense quelquefois on a mis de côté un certain nombre de pans en les opposant. Alors que je pense qu'ils ont leur propre vie, leur propre mode de faire, et il faut juste les mettre ensemble à un moment donné pour qu'ils comprennent comment les uns et les autres agissent. Moi, j'ai été longtemps dans une instance de démocratie participative, pour ne pas le citer, le Conseil de développement de la métropole ou le Conseil communal de concertation de l'île Lom-et-Lem. Ce sont des apprentissages de la démocratie qui sont des accélérateurs de coopération. Et je pense que cette dimension-là, pour faire comprendre ce que sont la vie des entreprises, PME ou grandes entreprises auprès des collectivités, c'est la rencontre qui est importante. Moi, je me rappelle à un moment donné des gens du CJD qui ont été faire des vies ma vie avec des élus sur l'île. C'est extraordinaire. Il y a eu des apprentissages extraordinaires, mais des élus qui ont fait des vies ma vie avec des entreprises, c'est aussi extraordinaire, parce qu'on est sur le terrain et on se rend mieux compte des choses. Donc, il faut créer ces opportunités de rencontre et de respect et de compréhension que le temps et le mode de faire de chacun n'est pas le même. Je rebondis. Donc, j'entends deux choses. À la fois, j'entends la question finalement des lieux et de multiplier ces lieux de dialogue et de rencontre, parce que c'est pas forcément dans l'immédiateté qu'on peut se connaître. Et le deuxième élément, c'est finalement la pédagogie nécessaire pour pouvoir permettre finalement à comprendre aussi les temps de l'autre et comprendre qu'on peut pas agir exactement de la même façon dans cette dynamique. Donc espace de dialogue, temps de rencontre. Alors je me tourne vers vous, Martin Brevard, parce que finalement, dans votre dynamique que vous avez mis en place dans l'urgence, vous avez souligné l'importance de la confiance. Comment est-ce qu'on crée une confiance durable? Parce que finalement, et ça nous a beaucoup marqué dans les données de l'étude CJD, celle qu'on n'a pas pu présenter parce qu'on ne pouvait pas tout présenter, c'était de voir que sur les besoins et sur finalement les impacts de la crise sur les entreprises en sortie de confinement, nous étions à une étude qui a été faite en juin. En fait, il y avait une forme de résilience plus grande qui était expliquée par ce jouet collectif, justement. Et sans doute cette confiance qui a permis de faire ce que d'autres acteurs qui ne s'y étaient pas préparés, finalement, n'ont pas pu faire. Alors, si je reprends ces trois éléments-là, espace de rencontre, pédagogie des différences de temps et cette question de la confiance, comment est-ce qu'on crée ça durablement pour ne pas seulement être capable de faire ce que vous avez remarquablement fait au moment d'une crise, mais pouvoir le faire perdurer dans le temps? Alors, par rapport aux élus, je voudrais juste dire qu'en fait, finalement, il faut peut-être se poser la question pour la renverser. Les élus sont au service de leur territoire. Et donc, je reprends ce que tu dis, Caroline, c'est déjà commencer à écouter. Et tu l'as très bien dit, c'est de passer dans les entreprises, on les invite, d'aller voir évidemment tous leurs concitoyens. C'est de commencer à écouter, comme quand on est chef d'entreprise ou repreneur comme moi, on n'a pas la science infuse. Et quand on écoute, après, on met en marche la machine avec ses équipes et on co-construit et on arrivera bien évidemment à trouver des solutions pour aider. Donc finalement, ça paraît assez simple à dire, mais dur à faire finalement. Pour la confiance, je dirais que la confiance, c'est très important d'être aligné et de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il faut accepter la transparence. Par exemple, par rapport aux masques en or, c'est bien beau de dire que le Mailleux va prendre aucun bénéfice sur les masques, mais il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Donc il y a une société presse qui est venue nous auditer et grâce à la valeur économique que le Mailleux a créée et surtout grâce à la valeur de tous les bénévoles, on a pu sortir un certain montant économique qu'on va pouvoir redistribuer sur le territoire. Donc voilà, la confiance, c'est la transparence et c'est de communiquer. Communiquer quand on fait bien, communiquer quand on fait mal. Tout simplement, la perfection finalement, c'est de progresser. Il n'y a personne qui est parfait. Et voilà, c'est le droit à l'erreur et de pouvoir admettre et puis évidemment avoir humilité derrière. J'entends vraiment ce droit à l'erreur et finalement cette démarche apprenante que vous citez. Je me tourne vers Luc Bellière. Dans votre propre expérimentation, là aussi, finalement, comment mobiliser l'ensemble du territoire et notamment les élus du territoire pour passer à l'étape d'après ?
Donc Luc, je viens en relais de la question. Comment mobiliser les territoires et les élus du territoire pour passer à l'étape d'après? Voilà. C'est une bonne question, mais moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu dans la salle. Les deux témoignages précédents, il y a effectivement une question d'écoute, une question d'acculturation, c'est absolument évident. Et déjà, si les entreprises commencent à changer, à ouvrir leurs portes, les élus seront plus enclins à aller les voir et à trouver des solutions, parce que sur beaucoup de petits territoires, de territoires de petites et moyennes villes, on a aussi peu de professionnels compétents, peu de postes même sur le développement économique, peu de personnel, peu de possibilités, et souvent les gens ne savent pas par quel bout le prendre. Donc je pense que le dialogue, c'est la clé première, et il faut surtout que personne n'arrive avec trop de préjugés, et c'est sûr que quand on a la chance d'avoir un élu qui est ou qui a été chef d'entreprise, ça facilite les choses. Quand on a la chance d'avoir des chefs d'entreprise qui ont été ou qui sont élus, ça facilite les choses. Et de la même façon, envers les citoyens, quand les élus sont impliqués dans des associations d'insertion et autres, tout ça participe à une catalyse des bonnes volontés et à une efficacité des actions. C'est évident. Donc je pense que le dialogue, sortir de ces boîtes et aller voir les boîtes des autres et abattre les murs, comme je disais tout à l'heure, c'est certainement la meilleure solution pour rendre efficaces des actions sur un territoire et servir l'intérêt général. Alors, qui dit dialogue dit sémantique. Alors, je vais me permettre de demander à chacun d'entre vous quel est le mot le plus important pour vous dans le jouet collectif, et celui dont, naturellement, il faut faire la pédagogie pour bien comprendre ce que signifie le jouet collectif. Caroline Le Dantec, quel est le mot que vous retenez finalement dans le dialogue, celui dont il faut sans doute faire la pédagogie la plus importante? Moi, je dirais les enjeux de la coopération, avec les quelques définitions que j'entends être la coopération que j'ai données tout à l'heure. Très clair. Martin Brevat, le mot, je crois le savoir. La transparence, pour ne pas dire confiance. Mais les deux sont vous avez gagné 2 mots en un. Mais je pense que la terme de confiance est aussi un élément important. Aymeric, le mot le plus important dont il faut qu'on fasse la pédagogie sur le jouet collectif. Aymeric vient de nous signaler qu'il a dû nous quitter un peu plus tôt, mais Luc est bien disponible. Alors Luc. Yann, tu peux me donner la question? Oui, bien sûr. Donc, quel est le mot le plus important d'après toi pour faciliter et accélérer ce jouet collectif? Alors, il faut que j'en trouve un autre que coopération, puisqu'il a déjà été donné. On va dire, dans la lignée de ma dernière intervention, le partage. En fait. Le partage d'expérience, le partage de culture. C'est très intéressant parce que voilà, on a commencé par... Pardon. Partage, on a bien entendu, donc coopération, transparence, confiance, partage, ce qui fait que même si Aymeric n'était pas là, il a eu le droit à avoir un mot puisque nous avons eu la chance que Martin nous en donne 2. Alors, peut-être revenir sur un instant sur le fait de devoir définir la coopération. Et ça, merci Caroline Le Dantec de souligner ça, parce que très souvent, finalement, on a l'impression que c'est une telle évidence qu'en fait, il faut se passer de cette définition et puis il faut passer après. Vous savez, la grande différence entre les contrats anglo-saxons et les contrats de droit français, c'est que dans les deux cas, la première partie du contrat définit les parties, et dans le contrat français, on va ensuite déterminer les préambules et l'objet du sujet, enfin du contrat. Dans les contrats anglo-saxons, on commence par un glossaire.
en définissant bien finalement le mot dont il est question, et peut-être effectivement la pédagogie de ce que signifie et de ce que recouvre la terme de coopération est en effet en soi un enjeu. Je me tourne vers vous, Yann. Peut-être avons-nous une autre question de la part de la salle avant que je fasse un dernier tour de table. Une question qui fait un effet rebond avec l'actualité, puisque le contrat Impact vient d'être lancé par Olivia Grégoire, la secrétaire à l'ESS à l'économie responsable. Ce contrat permet à des parties prenantes économiques, publiques, associatives et citoyennes d'expérimenter ensemble et de créer, de démultiplier des solutions aux fragilités des territoires et de leurs habitants. Par exemple, dans les Hauts-de-France, le réseau Ecohabitat, la foncière Chenley, article 1, et près de chez nous, de Lille, en Belgique, la Fondation des apprentis Auteuil en France, Duo for a Job, et également les apprentis d'Auteuil en France. Comment, donc une question pour chaque intervenant, comment percevez-vous le passage à l'échelle de ce contrat à impact, qui est un outil juridique et financier ? C'est une bonne question. Je ne connais pas bien le contrat impact, donc je veux juste peut-être dire 2-3 mots sur ce que je comprends de ce qu'est cette question. En fait, moi je pense que par rapport à ce qui était dit tout à l'heure et ce qui est mis dans les contrats, je ne sais pas si un préambule est important. En tous les cas, dans un contrat, c'est des engagements réciproques et c'est surtout avant se dire mais qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Et je pense qu'on passe insuffisamment de temps souvent à cette première question qui est qu'est-ce que nous recherchons, qu'avons-nous à faire ensemble. Et je pense qu'un des éléments, pour relier avec la question qui est posée, c'est qu'est-ce que nous voulons produire, quel impact voulons-nous laisser. Alors ça peut être vraiment en dehors de toute humilité cette question-là. Hein. Je veux changer le monde, je veux apporter, voilà, je veux bon. Moi, je pense que la question de l'impact, c'est si on disparaît, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, j'interviens en médiation sociale sur des enjeux de prévention. C'est très compliqué. Je suis obligée de dire, bah, si je ne suis pas là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vais développer de la médiation avec des médiateurs, et puis à un moment donné, je vais l'enlever, puis on va voir ce qui se passe. C'est pas raisonnable. Donc, il faut faire un certain nombre d'hypothèses sur ce que nous recherchons en matière de valeur ajoutée, et se rencontrer régulièrement pour réaliser une évaluation partagée de ce que l'on produit et des impacts induits ou réels qui sont proposés. Et je pense que cette question-là, elle est très importante. Alors, certes, il y a plein de façons de faire de l'évaluation sur les impacts. Hein. Si on le fait trop ex post, ben, on arrive facilement à démontrer ce qu'on voulait démontrer, puisqu'on ne prend que le résultat au moment où il est produit. Donc, c'est facile. C'est important de pouvoir le construire en amont. Mais je pense que c'est important aussi de construire en faisant. Et si, effectivement, les dispositions légales, législatives, financières, etc., nous permettent cela, moi, je reviens à ce que vous disiez sur la dimension contractuelle. Je pense qu'elle a une forme très forte. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous mettons ensemble et qu'est-ce qu'on veut produire ensemble. Et chemin faisant, est-ce qu'on est capable de régulièrement se dire qu'est-ce qu'on produit de différent que ce qu'on avait imaginé, et est-ce qu'on est capable de faire les pas de côté pour finalement changer la donne qu'on avait imaginée contractuellement au départ. Je pense que ça, c'est très important, et ça a une influence à la fois sur des contrats de travail, mais aussi sur les contrats des acheteurs, à la fois sur les marchés qui sont signés, sur des marchés qui sont signés sur des volumes et qui sont limités à des bons de commande. C'est compliqué de s'organiser quand on n'est pas sûr d'avoir la totalité du bon de commande par rapport à l'offre que l'on a faite, mais la seule façon de s'en sortir, c'est régulièrement, y compris avec des acheteurs, y compris avec des collaborateurs, hein, parce que la coopération, elle est à la fois interne et externe, les impacts, ils sont à la fois internes et externes, c'est régulièrement de se poser la question et d'avoir la franchise, la transparence, hein, c'était très bien dit, de se dire à un moment donné, mais qu'est-ce que j'ai produit que je n'attendais pas, et qu'est-ce que nous avons attendu ensemble, et est-ce qu'on est au rendez-vous de ce qu'on voulait faire. Et je pense que cette dimension-là, qui est très liée à un dialogue, à de la transparence, à de la confiance, elle se construit dans le temps.
Alors, merci, parce qu'en fait, vous rappelez, c'est un élément essentiel, c'est comment passer finalement du contrat échange, qu'est-ce que je te donne et qu'est-ce que tu me donnes, à un contrat alliance, qu'est-ce qu'on construit ensemble et finalement comment on peut avancer ensemble sans avoir totalement tout prédéterminé au moment où on le fait. C'est bien le sens de l'expérimentation et c'est bien effectivement la recherche d'un cadre juridique qui permette finalement cette souplesse et qui permettent de reconnaître finalement la valeur de se faire ensemble. Alors peut-être une question, Martin Brevard, dans votre expérience personnelle, les freins juridiques, vous les avez rencontrés vous aussi dans cette dynamique-là, ou d'un besoin finalement d'évolution ou de contractualisation peut-être un peu évolué? On l'a vu dans l'étude de CJD, c'est finalement après le rôle des élus et après les intérêts très directs à travers que ce soit la fiscalité ou les marchés publics. C'est cette question du juridique est la troisième question importante. Pour pouvoir passer à une autre échelle, la contractualisation, selon vous? Non, j'ai pas de frein juridique. Il n'y a rien qui m'a... On a fait en bonne volonté, et après, effectivement, on a eu la DGCRF qui est venue pour vérifier si les masques étaient bien lavables 50 fois, réutilisables et performants. Mais enfin, non, j'ai pas de choses à apporter. Pas particulièrement confronté à cette difficulté-là. Luc Bellière? Luc, as-tu été concerné par des freins juridiques qui ont pu bloquer le développement des activités des alliances? Je n'ai pas de son de mon côté. Un petit problème de son en régie. Non, là c'était moi. Alors, c'est parfait. Je reprends la main. Ah, ça y est. Je dis non, on n'est pas sur Montargis, on n'est pas assez avancé sur ces nouveaux modèles d'alliance pour avoir été confronté à des freins juridiques. Sur ces alliances-là. Par contre, c'est vrai que quand on commence à observer ce qui se fait ailleurs, on a vu quelques exemples d'alliances qui s'est tentées où la limite de la légalité se posait, en fait. Donc on est vigilant et on s'enrichit aussi de ces expériences-là. Et puis je pense que ces expériences-là vont aussi un peu repousser les limites. Et c'est ça qui va être intéressant. Mais nous, dans nos développements, on n'a pas été confrontés à ce genre de frein. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 minutes. Le temps pour chacun de vous de répondre à la question suivante. Nous sommes donc là pour savoir comment valoriser finalement cet engagement territorial des PME. Si vous aviez une baguette magique et que vous aviez un levier à actionner, vous êtes à la place de Monsieur le Président de la République ou Monsieur le Premier ministre, et à un coup de baguette magique, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez pour développer le jeu collectif territorial et surtout sa valorisation au travers de comment valoriser l'engagement des entreprises qui sont dans ces dynamiques-là. Quelle serait votre baguette magique? Quel serait votre finalement levier miracle prioritaire à actionner pour pouvoir démultiplier à grande échelle ce jouet collectif sur les territoires? Caroline Le Dantec. Écoutez les acteurs. Moi, je pense qu'ils ont plein de choses dans leur tête. Ils ont surtout plein de choses dans ce qu'ils font. Ils ont surtout beaucoup d'enseignements à apporter pour améliorer à partir de l'expérience. Donc, je pense que c'est très important. Par exemple, quand on nous envoie des appels d'offres de marché et qu'on a exactement 1 semaine pour répondre, je ne vois pas comment en 1 semaine on peut construire des alliances astucieuses en fonction du marché public qui nous est proposé. Je pense que quand on a la capacité d'expérimenter,
Mais expérimenter, c'est aussi accepter. Alors, on disait le droit à l'erreur tout à l'heure. C'est pas que ça, c'est pas qu'on a des échecs, c'est que ça marche différemment que ce qu'on avait prévu. Voilà. Moi, je pense que c'est profondément important d'avoir cet état d'esprit-là. C'est pas un échec. On a juste produit des choses qu'on n'avait pas pensé qu'on produirait sous cette forme-là. C'est pas vers ça qu'on voulait aller. Donc, quels enseignements peut-on en tirer? Et donc, je reviendrai aussi. Je suis plus longue qu'attendu, mais je reviendrai aussi sur la question du temps construit, pas du temps perdu, hein, mais du temps construit. Et cette mesure de performance, on évoquait tout à l'heure la performance globale, c'est aussi comment est-ce qu'on est capable de travailler ensemble sur des critères et des indicateurs de performance qui soient les plus larges possibles et qu'on accepte de mettre en pâture ensemble pour y travailler. Voilà. Donc moi je pense qu'on a tout un arsenal juridique formidable. C'est toujours pareil, il y a la loi et la jurisprudence. Il faut souvent faire confiance à la jurisprudence dans un cadre de loi qui est bien déterminé, mais qui nous permette d'avancer pour être suffisamment en agilité. Alors, ce que j'entends de votre baguette magique, c'est peut-être à la fois la plus simple et la plus compliquée, c'est d'écouter les acteurs de terrain dans l'expérience qu'ils ont à partager. Merci pour le rappeler, parce qu'effectivement, dans l'étude qui avait été réalisée auprès des Français l'année dernière sur les leviers prioritaires, est-ce que c'était les discours, la vision partagée, est-ce que c'était la loi, la norme pour encadrer les choses, ou est-ce que c'était l'action concrète de terrain transformatrice, et sans contexte, ce qui arrive l'action et l'écouter finalement cette expérience de terrain. Alors Martin Brevard, pour vous, votre baguette magique pour accélérer ce jeu collectif et permettre sa démultiplication pour un maximum de PME engagées, pour un maximum de territoires engagés, et peut-être au-delà du premier cercle que nous sommes tous, puisque si nous sommes au World Forum, c'est que je pense qu'on est assez sensible à ces questions-là. Donc quelle pourrait être la baguette magique pour aller au-delà et mobiliser au-delà? Bah déjà, c'est effectivement, je reprends, c'est d'écouter, c'est de jouer le jeu du territoire, d'être exemplaire, de travailler en groupe. Il faut pas cliver. Il n'y a pas le public, il n'y a pas le privé, il n'y a pas des tel et tel courant politique. Enfin, je pense que voilà, on n'en est plus là. Donc c'est chacun définir une stratégie, un sens commun, et puis après rallier les personnes et le territoire qui souhaitent avancer dans ce sens-là. Voilà, ça me semble essentiel. Donc j'entends la notion de territoire, hein, de jouer commun en territoire. Donc on a écouté les acteurs, jouer le jeu du territoire, et donc en groupe, en collectif, comment est-ce que finalement on arrive sur le sens commun, très important. J'ajouterais quand même, ce qui est important aussi, c'est d'être lisible, savoir qui fait quoi. On a peut-être la chance d'avoir beaucoup d'entités qui souhaitent aider le territoire, mais le défaut de la France, c'est d'avoir tellement de... voilà, chacun veut faire un petit peu de son côté et passer ensemble. Donc c'est que le territoire puisse nous dire, pour telle problématique, vous voyez, il y a un guichet unique. Voilà, c'est important d'avoir un guichet unique pour avancer rapidement dans les méandres et savoir s'entourer. Donc pour qu'il y ait du sens commun, il faut qu'il y ait quelqu'un qui oriente vers le lien commun et qui permette de rendre lisible tout cela. J'entends bien. Alors écoutez les acteurs, jouer le jeu du territoire avec une connaissance de cet écosystème qui peut être rendu plus lisible pour pouvoir donner du sens. Luc Bellière, quelle est votre baguette magique pour pouvoir déployer à très grande échelle cette dynamique de valorisation des PME engagées? Donc Luc, si tu avais une baguette magique, quel serait le levier prioritaire pour développer le jouet collectif et accélérer, maximer l'engagement des PME? Alors oui, moi j'aimerais bien que la société civile, que ce soit les entreprises, les associations, soient consultées par les élus déjà, qu'il y ait plus de dialogue, que ce soit presque, pourquoi pas, une possibilité de voix de la société civile dans les élections. Après, accélérer l'engagement des entreprises, je crois qu'il faut valoriser les engagements déjà existants,
il faut montrer ce qui peut être fait et l'impact bénéfique sur les territoires. Hein, quand des entreprises s'engagent dans les collèges, les lycées et autres, ça a un impact bénéfique pour le territoire qui n'est pas dans le court terme, mais qu'on voit. Donc je pense qu'il y a une nécessité de valorisation de cet engagement. Et puis au-delà de la valorisation aussi, reconnaître les efforts qui sont faits. Et tout à l'heure, je crois qu'Aymeric Oudin parlait aussi dans les appels d'offres, de favoriser des entreprises qui sont engagées sur les territoires. On parle de relocalisation, on parle d'un tas de choses, mais si la commande publique ne commence pas par les circuits courts, hein, moi dans mon entreprise, ça fait plus de 20 ans qu'on impose d'acheter au plus près possible de l'entreprise, parce qu'on veut réduire les émissions carbone et puis qu'on veut favoriser le développement du territoire. Eh bien, je pense que le minimum, c'est que dans la commande publique, on fasse de même. Enfin, voilà. Donc, ce que j'entends de votre intervention, c'est finalement, il faut organiser ce dialogue en partant de la valorisation de l'engagement existant et en étant très concret. Finalement, en traduisant très concrètement cet engagement à travers des leviers qui permettent de finalement accélérer cet engagement des entreprises. Merci à chacun. Alors, si je puis rajouter le mien, c'est que notre petit virus commun, puisqu'on a parlé de sens commun, on a parlé de bien commun, on a parlé de lieu commun, de lien commun. J'aimerais bien que ce petit virus commun nous permette très rapidement de nous retrouver physiquement les uns avec les autres, parce que ça sera quand même beaucoup plus convivial. Et pour jouer collectif et pour co-construire, c'est vrai que les outils numériques sont aidants, mais c'est vrai que quand on est ensemble, c'est quand même encore plus facile pour travailler. Merci à vous, chers intervenants, de vous être prêtés à cette dynamique. Merci à la technique de nous avoir aidés autant que possible à faire le lien entre nous dans différents territoires français. On voit qu'on a encore un peu de progrès à faire pour que ce lien interterritorial soit maximisé. Et surtout, merci au réseau Alliance de continuer à organiser et d'avoir maintenu ce World Forum de l'économie responsable. On ne peut plus nécessaire aujourd'hui. On a parlé de la transformation que nous étions en train de vivre. C'est sans doute là qu'est en train de naître la capacité d'y répondre. Merci à tous pour vos témoignages. Et puis, bien évidemment, continuons l'engagement. Et pour ceux qui le souhaitent, on a parlé beaucoup de modèles socio-économiques. À 10h45, pas plus tard que jeudi, un nouveau programme pour revaloriser la diversité des modèles socio-économiques sera lancé dans le cadre de nos travaux de recherche en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, avec la Caisse des dépôts, avec la Croix-Rouge française et avec la Fondation Total. Nous vous invitons à suivre ce cheminement d'un an pour valoriser la diversité des modèles socio-économiques, parce que, comme l'a très justement dit Caroline Le Dantec, c'est bien par une compréhension de la diversité des modèles socio-économiques que nous pourrons inventer ensemble les solutions de demain. Et à très bientôt pour y parvenir, et surtout à tout de suite pour la prochaine conférence qui commencera à 17h30. Voilà, très bonne journée et fin de journée à chacun d'entre vous. Merci encore pour vos interventions.